8h13, votre invitée Sonia Mabrouk est la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Après les images insoutenables à Boutcha en Ukraine, l'Union européenne, poussée aussi par les Américains, s'apprête à décider d'un embargo sur le charbon russe, bien moindre qu'un embargo sur le gaz. Cela reste toutefois une sanction conséquente. Est-ce que vous dites que nous n'avons plus le choix que d'actionner de telles sanctions aujourd'hui ? Non, nous avons un autre choix. En réalité, l'intégralité des sanctions qui ont été décidées et mises sur la table jusqu'à aujourd'hui sont des sanctions qui ont voulu préserver les intérêts des marchés financiers et des véritables profiteurs de guerre. Toutes ces sanctions ont pour conséquence de frapper en réalité nos entreprises et les particuliers. Il y avait une autre sanction, une autre possibilité que j'avais suggérée, qui était de proposer à l'ensemble des pays qui sont producteurs en fait de gaz, c'est-à-dire la Norvège, le Royaume-Uni, le Qatar, les États-Unis, l'Algérie, de vendre en fait leur gaz au prix moyen des 2 dernières années, puisqu'en fait leur coût de production à eux n'ont pas augmenté, ce qui aurait effondré en fait le prix du gaz russe et aurait été très certainement non seulement une sanction plus efficace à l'égard de la Russie, mais surtout aurait préservé les intérêts des entreprises et des particuliers. On a fait un choix différent et on se retrouve à prendre des sanctions soit qui font exploser même le prix des matières premières et la Russie en est heureuse puisque du coup elle s'enrichit, soit à se priver de matières premières, ce qui fait que les matières premières sont vendues ailleurs évidemment dans le monde et mettent l'Europe dans une situation catastrophique, donc c'est absurde, soit à exposer le monde à des pénuries qui sont très graves avec les risques que vous connaissez sur les céréales par exemple ou sur les engrais, des conséquences humanitaires et des conséquences migratoires qui peuvent demain être hors contrôle. On entend vos alertes, Marine Le Pen, toutefois, la part du charbon, puisqu'il s'agit de cela dans notre production d'électricité française, elle est quand même minime. C'est du ridicule, oui. Bon, mais vous avez raison. C'est presque mais vous avez raison. $1 pour nous. Mais alors vous avez pourquoi raison. ne pas l'envisager ? Le problème, le charbon pour la France n'a pas de conséquences. Et en fait, si, elle en a. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, si l'Europe avait suivi le chemin du nucléaire qui a été celui de la France, on ne se retrouverait pas d'abord dépendant au charbon et au gaz tel que nous le sommes aujourd'hui. Puisque la France est sortie à 99% du charbon dans les 30 dernières années. Mais en réalité, ce qui va coûter plus cher à l'Europe, d'abord c'est de faire venir du charbon d'ailleurs, et c'est qu'en réalité, avec le marché européen libéralisé de l'électricité, puisque nous avons mis en commun l'ensemble de nos moyens de production, dont d'ailleurs nos centrales nucléaires et nos barrages avec les centrales à charbon allemandes, eh bien, nous allons subir les conséquences de l'augmentation du prix de l'électricité. Exactement. Qu'on comprenne bien ce matin, Marine Le Pen, on entend vos alertes sur les révoltes de la faim et c'est important qu'ils peuvent subvenir sur les conséquences pour les Français, mais ça veut dire que vous, au pouvoir, vous actez qu'on ne pourra pas aller plus loin dans les sanctions, même si on va découvrir d'autres charniers en Ukraine, parce que j'imagine que là, ce que vous dites sur l'Algérie, le Qatar, etc., c'est pas demain la veille qu'on va leur dire par solidarité de nous aider. Ah c'est bien dommage, parce qu'à un moment donné, vous on peut pas avoir. Vous le savez. Non, mais on peut pas avoir des postures uniquement morales, si vous voulez. Et donc, je pense que si on n'arrive pas à obtenir ça de ces pays producteurs, c'est peut-être qu'on n'a pas juste essayé d'abord. Vous voyez, précisément parce que on souhaite préserver, encore une fois, ces revenus. Je vous signale tout de même que là, on est en train de choisir d'aller chercher du gaz américain. Le schiste. Ce gaz est un gaz qui écologiquement est tellement catastrophique qu'on va importer du gaz qui est interdit en fait dans l'Union européenne. Et il faut savoir que le contrat qui est conclu entre les États-Unis et la Commission européenne prévoit 480 milliards de dollars d'importation de gaz au cours actuel d'ici 2030. 480 milliards. Tout cela, je crois, c'est un positionnement qui n'a ni queue ni tête. Et moi, je suis très inquiète parce que les conséquences, encore une fois, sur les particuliers, sur les entreprises, vont être terribles. Je vous donne un exemple parce que c'est important que les gens prennent conscience que lundi matin, entre 7h et 8h, notre système électrique n'était plus capable d'assurer seul notre alimentation électrique. Eh bien, nous avons dû payer 3 000 € le mégawattheure. Le coût de production français, c'est 55 € le mégawattheure. 3 000 € le mégawattheure, 55 € le mégawattheure. Donc tout ça, ça dit quelque chose pour les... c'est pour ça que je dis, vous savez, l'élection présidentielle, c'est pas seulement pour les 5 prochaines années, c'est pour les 50 prochaines années. Vous dites, vous prenez d'abord en compte et en priorité, c'est votre obsession, répétez-vous Marine Le Pen, l'intérêt des Français. Mais allons plus loin, parlons d'un embargo sur le gaz russe. Est-ce que vous savez combien cela coûterait à notre pays ? D'après le Conseil d'analyse économique, ce serait une perte, je ne dis pas que c'est anodin, mais de
0,15 à 0,3% de richesse nationale. Ce ne serait pas une perte énorme pour vous ? Mais pour nous, ça serait quand même un coup infligé à Poutine. Mais je veux dire, je conteste formellement ces analyses. Oui. Vous avez des contre-chiffres ? Parce qu'en réalité, ces analyses, elles sont faites sur le gaz qui est utilisé en France. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est que les prix de l'électricité sont indexés sur le prix du gaz. Et que par conséquent, si le prix du gaz flambe, alors les prix de l'électricité vont évidemment flamber. Il y a aujourd'hui déjà des entreprises qui ont fermé à cause de l'augmentation du prix du gaz, et notamment des entreprises qui ont besoin de beaucoup de gaz. Je pense à des entreprises qui fabriquent des briques ou des choses comme ça. Donc les conséquences sur les entreprises, et les chefs d'entreprise qui m'écoutent le savent, vont être catastrophiques. Et je rappelle encore une fois qu'aujourd'hui il y a des prix régulés. Mais ça va pas durer éternellement, les prix régulés. Normalement, en juillet 2023, il n'y a plus de prix régulés pour les particuliers. Donc, nous allons subir de plein fouet. Or, l'énergie, c'est le sang de l'organisme national. On y arrive justement parce que Marine Le Pen, vous avez votre proposition que vous martelez, là on peut vous le reconnaître depuis des semaines et même des mois, pour protéger les Français les plus fragiles, de baisse de TVA sur les produits énergétiques. Précisons que l'on parle du fioul, du gaz, de l'électricité, du carburant. Est-ce que vous comptez engager un bras de fer, et là je parle des carburants, avec l'Union européenne ? J'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'engager un bras de fer. La Commission européenne a même dit, et M. Thierry Breton a même dit, qu'il fallait que les pays, précisément, baissent les taxes sur l'énergie pour soulager les particuliers. Je vous signale que la Pologne a baissé depuis le 1er février la TVA sur le carburant de 23 à 8%, que le Portugal est en train de réfléchir à baisser la TVA de 26 à 13%. Donc, en réalité, ceux qui disent c'est pas possible, parce que ça, c'est l'argument qui est toujours développé par le gouvernement. Vous proposez quelque chose, ils disent toujours c'est pas possible. Mais c'est parfaitement possible, et il y a des pays en Europe qui sont actuellement en train de le faire. Et même, je vous le dis... Marine Le Pen sur le carburant, parce que les textes européens, il ne s'agit pas d'entrer ce matin dans un débat technique, mais comprendre la faisabilité de vos mesures. Les textes européens ne permettent pas d'aller en dessous de 15% pour la TVA sur les carburants. Si vous dites, vous irez en dessous sans remettre en cause ces textes. Mais si, lorsqu'il s'agit de produits de première nécessité. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le mois de septembre, je dis il faut baisser la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5%, parce que nous sommes là confrontés à des produits de première nécessité, comme l'alimentation, comme les produits de santé, comme l'hygiène, comme les transports aux personnes, puisque ce sont les produits dont parle l'Union européenne. Donc non, je crois que vraiment tout est possible. Cela. Et pas seulement d'ailleurs, puisque vous le savez, je souhaite également, si l'inflation, et elle est aujourd'hui présente sur le territoire, tant que l'inflation est un point supérieur à la croissance, eh bien je ferai un panier de produits alimentaires et de première nécessité d'hygiène à 0% de TVA. Et évidemment, ça va avoir une conséquence très importante pour faire baisser cette inflation terrible qui pèse aujourd'hui sur les particuliers. Sur les énergies, parce que c'est essentiel. Si vous êtes élu, il vous faudra quand même vous engager sur la voie d'une recherche de l'indépendance européenne par rapport à l'énergie. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis, gaz de schiste américain. Vous avez parlé de l'Algérie, du Qatar. Vous imaginez demain la France dépendant de l'Algérie ou du Qatar pour son gaz ? Mais non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle... on n'a pas le choix. Quel pays vous choisissez, vous, au pouvoir ? Non, mais c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je pense qu'il faut engager ce qui aurait dû être engagé, en fait, il y a 30 ans, et qu'Emmanuel Macron a rejeté, puisque je vous signale que même aujourd'hui, on ne tire pas les leçons, en fait. Même aujourd'hui, Emmanuel Macron, il continue à vouloir multiplier par 10 le solaire, à vouloir multiplier par 2 l'éolien terrestre, et à vouloir faire 3000 éoliennes en mer. C'est-à-dire, on continue, sachant que ces énergies sont intermittentes, et que donc on a besoin, lorsqu'il n'y a pas de vent ou qu'il n'y a pas de soleil, de faire tourner des centrales à gaz et des centrales à charbon, ce qui est profondément néfaste pour l'écologie. Objectif qu'il réinvestit dans le nucléaire, donc il faut totalement complet. Non, mais il faut reprendre le contrôle d'abord de notre parc nucléaire qui a été abandonné au début du mandat par Emmanuel Macron. Il faut supprimer les 4,5 milliards de subventions aux énergies qui sont intermittentes. Il faut lancer les études pour le prolongement de nos centrales nucléaires jusqu'à 60 ans. Il faut sortir du marché européen de l'énergie pour retrouver des prix de production. Ça prendra du temps, Marine Le Pen. Non, tout ça. Non, sortir du marché européen de l'énergie, ça prend pas de temps. C'est une décision qui est une décision. Non, c'est une décision
politique. Il faut fixer un prix régulé pour éviter D'ailleurs, je note que quand ça nous arrange, on reste, et quand ça nous arrange plus, on sort sur le marché européen de l'électricité. Mais là, ça nous a jamais arrangé en réalité. C'est idéologique. Il faut comprendre que les gens qui nous gouvernent ont pris des décisions idéologiques qui précisément n'allaient pas dans le sens de l'intérêt des Français. Car si on avait voulu aller dans le sens de l'intérêt des Français, on aurait renforcé le nucléaire, on aurait travaillé sur l'hydrogène, on aurait renforcé nos capacités d'hydroélectricité, et encore une fois, on sort un prix de production à 55 € mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 3 000 € mégawattheure. Lundi matin, on l'était entre 7h et 8h. Il est certain que ces questions qui touchent au plus près les Français, notre porte-monnaie, notre vie, auront un impact sur la présidentielle. Nous sommes à 4 jours du premier tour et vous concentrez les attaques. Emmanuel Macron vous cible nommément, affirmant que ce n'est pas chez lui qu'il faut chercher les financements du côté de la Russie, que ce n'est pas chez lui qu'il faut chercher la complaisance à l'égard de Poutine. Comment vous allez échapper à la rediabolisation ? Ça fait 30 ans, je veux dire, qu'on subit ça. Je pense que les Français sont lassés de cela. Et moi, je veux vous dire, je suis lassé d'y répondre. Voilà. Je crois que... Vous allez devoir le faire si vous êtes face à lui. Non, mais je veux dire, les Français savent pertinemment que j'ai toujours, dans toute ma vie, d'abord que j'ai voué ma vie à la défense des Français. Deuxièmement, que je suis une femme totalement libre et que ma seule obsession, ma seule boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Que si hier, je pensais qu'il fallait rétablir des relations avec la Russie, comme Emmanuel Macron par ailleurs, qui ne s'en explique pas. En 2019, je le rappelle, il reçoit Vladimir Poutine à Brégançon et il dit il faut réarrimer la Russie à l'Europe. Oui. Non, de Lisbonne à Vladivostok. À la différence de Général de Gaulle disait de Brest à Vladivostok. Vous dites en gros que vous avez la même position qu'Emmanuel Macron. Mais en réalité, la France a toujours eu la même position depuis des décennies parce que c'est une position qui est une position sage et raisonnable. L'idée de laisser la Russie créer une superpuissance avec la Chine est la pire idée pour la paix, la tranquillité et l'équilibre du monde, et accessoirement pour celle de l'Europe. Donc voilà, c'est un fait. Maintenant, mais Marine Le Pen, entendons-nous, la Russie ne va pas être rayée de la carte. Il ne s'agit pas de mettre vous avez raison. Ce pays au banc des nations, mais est-ce que Poutine, vous avez dit, et vous êtes avocate, vous connaissez très bien évidemment le sens de ces mots, vous avez dit qu'il faut une enquête internationale. Oui. Après les massacres de Boutcha, ça veut dire que vous imaginez, Marine Le Pen, un procès devant une juridiction internationale précédé d'un mandat d'arrêt pour Poutine. Ouais, c'est quand même relativement difficile parce que la réalité, c'est que les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale et que la Russie ne la reconnaît pas intégralement d'ailleurs. Hein. Donc, quel est l'objectif des demandes, dont la vôtre d'une enquête internationale ? L'objectif, c'est de savoir si la Russie, à l'issue éventuelle d'une guerre avec l'Ukraine, à l'issue de négociations qui permettraient le retour de la paix, peut redevenir un interlocuteur dans le concert des nations. Russie, oui, mais la Russie de Poutine. La question, c'est ce que je vous disais, la Russie ne va pas être rayée de la carte, mais est-ce que Poutine est désormais à vos yeux rayé, politiquement j'entends, du concert des nations ? Mais à partir du moment où, si demain il était démontré que c'est sur instruction de Vladimir Poutine que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine, non. C'est une évidence. Il n'en demeure pas moins, et vous avez raison, que la Russie ne sera pas rayée de toute façon de la carte. Et que par le passé, la réelle politique française nous a parfois conduit à aller voir des gens qui avaient commis des actes terribles. Hein. Je vous rappelle, j'ai rappelé cette anecdote de Mitterrand, de François Mitterrand, allant voir Hafez al-Assad 1 an après l'attentat du Drakkar qui avait coûté la vie à des dizaines de militaires français. Mais vous, c'est un contre-exemple que vous me citez, oui, j'imagine. c'est un contre-exemple. Mais encore une fois, on a des relations avec l'Arabie Saoudite qui mènent une sale guerre, c'est le moins qu'on puisse dire, au Yémen, même si l'intégralité de la classe politique ferme les yeux sur cette guerre, elle existe et elle fait des morts, et des morts civiles, et des femmes, et des enfants. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut toujours, c'est penser à l'intérêt de la France et des Français. Et parce que, encore une fois, c'est la responsabilité d'un chef de l'État. Marine Le Pen, on va poursuivre cet entretien avec Dimitri et Mathieu. Une question simplement, qu'auriez-vous fait différemment dans cette campagne si vous aviez la capacité de revenir en arrière ? Nous sommes à 4 jours, c'est presque terminé pour cette campagne de premier tour. Je vous vois réfléchir. Oui, parce qu'en réalité, ce que je regrette ne dépend pas de moi. Ce que je regrette, ça reste la candidature d'Éric Zemmour. Parce que, quoi qu'on en dise, il est à 11% ou 10% ou 9%. Bon, ça change pas grand-chose. Moi, 20%,
21, 22 ou 23. Donc, si cette candidature n'avait pas existé, eh bien, nous serions très certainement en tête de ce premier tour. Donc, je regrette la division de gens qui sont des défenseurs de la France, même si on a des avis divergents sur un certain nombre de sujets. Je pense que l'urgence de la France aurait pu permettre à cet électorat de se réunir dès le premier tour. C'est pas perdu d'ailleurs. Et moi, j'en appelle à ceux qui ont ce sentiment d'urgence, qui ont ce sentiment patriotique, en leur disant, contrairement à ce qu'on nous a vendu, Emmanuel Macron peut ne pas arriver en tête le soir du premier tour et évidemment, il peut être battu le soir du second. On va continuer à en parler, la campagne évidemment, les thèmes de campagne avec Dimitri et Mathieu dans quelques instants avec vous Marine Le Pen. Marine Le Pen. Europe 1. Le rendez-vous de la présidentielle. Marine Le Pen est l'invitée d'Europe 1 jusqu'à 9h. Mathieu Bocoté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. À vous l'honneur. Alors l'affaire Jérémy Cohen prend une place centrale dans les derniers jours de la campagne. Or, quelque chose me frappe et j'aimerais vous poser cette question très clairement. Pour en parler, on parle de faits divers. On parle de drame humain. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inadéquat à qualifier un événement qui est symptomatique peut-être de l'ensauvagement de la France, de faits divers ou de drame humain? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de décalage entre la réalité des faits et les termes utilisés pour en parler dans la vie publique? De toute façon, les termes sont utilisés pour, encore une fois, je crois, minimiser un problème qui est un problème fondamental et que personne ne veut voir, c'est-à-dire la montée effectivement de l'ensauvagement, la montée des agressions. Les chiffres sont catastrophiques sur les 5 dernières années. La violence qu'on dit gratuite est terrifiante, c'est-à-dire sans mobile, d'appropriation, de vol ou de choses comme ça. Une agression toutes les 44 secondes en France et on a le sentiment que les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas. D'ailleurs, je vous le signale, moi il y a 3 sujets qui ont manqué dans la grande conférence de presse du candidat président. Pas un mot sur l'immigration, pas un mot sur l'insécurité et accessoirement pas un mot sur le Mali, où nous avons quand même plus de 3000 militaires qui sont coincés dans un bourbier terrible. Bon, donc ce sujet de l'insécurité est un sujet majeur auquel le gouvernement ne veut pas répondre et auquel il faut répondre d'urgence parce que c'est un des éléments qui pourrit la vie de nos compatriotes et qui fait de l'espace public un espace anxiogène. C'est pas possible, on peut pas vivre libre en ayant peur des transports, en ayant peur de l'extérieur, en ayant peur de se balader la nuit, c'est insupportable. Donc il faut y apporter une réponse. Et puis il y a une autre caractéristique dans cette affaire, c'est évidemment la suspicion d'agression antisémite. Or, ces agressions antisémites, de la même manière, augmentent de manière spectaculaire. Cette année, plus 73% d'agressions antisémites. Moi, je suis un peu étonné d'entendre le parquet, qui semble-t-il explique qu'ils n'ont pas réussi à retrouver les agresseurs, nous dire que, eh bien, il n'y a pas d'éléments. Il n'y a qu'en entendant les agresseurs. Marine Le Pen, vous savez très bien que ça peut être requalifié. Non, mais bien sûr, ça peut être requalifié. Je suis bien placé pour le savoir, puisque par le passé, parfois, il y a eu des mois avant de requalifier. Vous pensez à l'affaire Sarah Halimi? Évidemment, je pense à l'affaire Sarah Halimi. Alors, plusieurs s'inquiètent devant ce drame. Plusieurs s'inquiètent d'une forme de récupération. Mais est-ce que le véritable drame, la véritable inquiétude, ce ne serait pas le souci de l'oblitération de tel événement? Comme s'il fallait à tout prix le traiter comme un événement isolé. Oui, mais l'accusation de récupération, c'est l'accusation en général que formulent ceux qui se sentent pas très à l'aise sur le sujet. Voilà. Comme ils n'ont pas envie qu'on en parle, comme ils ont le sentiment qu'on va peut-être venir leur demander des comptes sur ce sujet, ils parlent de récupération. De toute façon, il peut pas y avoir de récupération à partir du moment où c'est la famille elle-même qui, d'ailleurs, vraiment avec un courage et une abnégation inouïe a fait cette enquête, a elle-même demandé à ce que publicité soit faite de la terrible mort de ce jeune handicapé. Vous voyez, donc c'est un élément du débat public, je crois, que de poser cette question de l'ensauvagement de la société, de l'aggravation des agressions antisémites dans notre pays et accessoirement poser la question de l'origine de l'aggravation du nombre d'agressions antisémites. Et évidemment, on arrive sur l'islamisme, qui est un sujet sur lequel le gouvernement reste toujours très mal à l'aise. Alors, on parle de plus en plus clairement, plusieurs la redoutent, plusieurs la souhaitent, de la possibilité de votre victoire si vous l'emportez au 2e tour de la présidentielle. Question toute simple, est-ce qu'il s'agirait du résultat d'une bataille sur 15 ans, sur 20
20 ans, la vôtre, ou d'une bataille menée depuis 40 ou 50 ans? Bon, disons que c'est une bataille menée depuis 50 ans en réalité, puisque le modèle qui est imposé à la France est un modèle qui perdure depuis 50 ans. C'est-à-dire le modèle de délitement de la nation, le modèle d'effacement des frontières, et donc le retour du patriotisme, d'une politique nationale fondée autour de la nation et de l'ensemble de ses protections d'ailleurs, parce que c'est pas seulement la nation, c'est la nation, ce sont ses frontières qui protègent, c'est son système de protection sociale qui protège, c'est son indépendance et sa souveraineté. Je pense que c'est un combat qui est effectivement mené depuis de nombreuses décennies. Est-ce qu'on pourrait dire de ce point de vue que c'est un combat qui aurait été commencé par Jean-Marie Le Pen, poursuivi par Marine Le Pen? Ah oui, bien sûr, mais pas seulement d'ailleurs. Je pense qu'il y a aussi des patriotes de gauche. Il y a des gens qui se sont battus à gauche pour défendre la souveraineté, pour défendre l'indépendance de la France. Il y a très certainement chez les Républicains et hier à l'UMP des gens qui sont également attachés à la nation. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, en réalité, je crois qu'il y a deux camps. Je crois qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. J'ai appelé ça les nationaux, et ceux qui n'y croient plus, ce sont les post-nationaux. Ils pensent que la nation est un concept vieillot, ringard, dont il faut se débarrasser. Mais dans les nationaux, il y a des gens qui proviennent de tous les horizons politiques, et c'est eux que j'appelle à venir participer à la reconstruction de notre pays et à la construction de l'avenir, en réalité, non seulement de notre pays, mais des générations futures. L'élection présidentielle qui va avoir lieu, je le dis et je le répète, ça n'est pas déterminer ce qui va se passer dans les 5 ans, c'est déterminer ce qui va se passer dans les 50 ans. Ça veut dire, et vous le répétez, Marine Le Pen, vous n'êtes ni de droite ni de gauche, autrement dit, au second tour, si vous y êtes, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour pourraient se retrouver naturellement, et j'allais dire sans contorsion idéologique, chez vous. Oui. Vous reconnaissez que c'est quand même un peu frappant. Je veux dire, il y a tellement des visions différentes. Comment elles peuvent cohabiter? Non, c'est pas obligatoirement frappant. Parce qu'en réalité, on a deux candidats qui sont hémiplégiques. Il y en a un qui ne parle que de protection sociale et l'autre qui ne parle que de protection civilisationnelle. Et moi, précisément, je suis la candidate de toutes les protections. Je suis la candidate de toutes les sécurités. La sécurité sociale et la sécurité apportée par notre nation et la sécurité d'ailleurs physique. Donc non, il n'est pas du tout incroyable que puisse se réunir au second tour pour empêcher 5 ans de plus avec Emmanuel Macron et la politique toxique qu'il a menée, que une partie importante des électeurs puisse se retrouver sur ma candidature. C'est une sorte d'en même temps alternatif que vous défendez, Marine Le Pen? Non, c'est pas ça. C'est que eux, si vous voulez, ont des candidatures incomplètes. En réalité, on ne peut pas parler uniquement de sécurité sociale sans parler de la sécurité qui est nécessaire à apporter aux Français quand ils vont dans la rue, quand ils sont confrontés à une idéologie totalitaire comme l'islamisme. Or, monsieur Mélenchon, lui, refuse d'aller sur ce terrain-là. Et de la même manière, Éric Zemmour refuse d'aller sur la sécurité sociale. Or, je l'ai rappelé lors d'un dernier meeting, le système de protection sociale français, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. Oui, ceux qui n'ont pas de patrimoine, ils ont un bien, c'est le système de protection sociale, ce qui leur permet de vivre sereinement, en se disant que si demain ils sont malades, ils seront soignés, que si demain ils sont au chômage, ils seront indemnisés et ils ne partiront pas dans la rue. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et je ne veux déposséder personne, ni ceux qui n'ont pas de patrimoine du système de protection sociale, ni ceux d'ailleurs qui ont un patrimoine de leur patrimoine personnel, comme souhaite le faire Jean-Luc Mélenchon. Alors, Sonia Mabrouk l'évoquait dans la première partie de l'entretien, depuis quelques jours, c'est le grand retour de la diabolisation, de l'extrême droitisation. Et dans un quotidien, tout récemment, alors on cherchait véritablement à vous coller de nouveau l'étiquette en présentant votre projet comme totalitaire, notamment. Alors la question que je pose, c'est de quelle manière peut-on résister? Parce que ça a fonctionné historiquement, l'extrême droitisation avec votre parti. De quelle manière pourriez-vous faire en sorte que ça ne fonctionne plus cette fois? Bon, d'abord, je pense que quand Emmanuel Macron accuse un adversaire d'avoir un comportement totalitaire, ça fait sourire, je pense, des dizaines de millions de Français. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le mandat d'Emmanuel Macron a été un mandat autoritaire, a été un mandat où se sont succédés les violences, la répression à l'égard des manifestations. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'il n'était pas confronté à des crises, il les a créées lui-même. Ça a été le cas des Gilets jaunes. Donc que ce soit la brutalité sociale ou que ce soit la brutalité avec laquelle il a dirigé le pays, le dédain, le mépris dont il a fait preuve, c'est assez difficile de croire dans sa bouche. Mais surtout, mon projet est précisément fondé sur le retour de la volonté du peuple. Enfin, comment peut-on traiter
traiter de totalitaire un projet qui est fondé sur le référendum d'initiative populaire, sur la proportionnelle qui va permettre à l'ensemble des Français de pouvoir enfin être représentés à l'Assemblée nationale. J'entends votre argument, mais néanmoins, vous constatez que dans l'histoire de votre mouvement, dans l'histoire de votre propre candidature, la diabolisation, le cordon sanitaire, ça a globalement fonctionné. Oui, C'est-à-dire, au dernier moment, ça finissait par fonctionner. Pour quelle raison, cette fois, ce dispositif ne fonctionnerait plus contre vous? Mais objectivement, je pense que les gens sont lassés de tout ça. Voilà, ils en ont ras la casquette. Qu'on leur dise qu'il faut voter pour un tel ou pour un tel, et ils ne sont plus prêts à entendre ce genre d'anathème fondé sur rien d'ailleurs. Ça n'est absolument pas argumenté. Personne ne s'oppose au projet que j'ai. C'est uniquement des anathèmes, extrême droite, oulala, le danger. Les Français ne sont pas des enfants. Ils ne croient plus aux loups-garous. Donc il faut que le gouvernement arrête de les traiter comme des enfants, ce qui est le cas depuis 5 ans, et les considère comme des adultes, comme des majeurs. Nous sommes un pays majeur. Donc moi, je suis lassé de répondre à cette absence d'argumentation, à ces anathèmes, à ces injures, et je pense que les Français sont lassés de les entendre. Marine Le Pen, vous dites les Français, évidemment, sont majeurs, ils votent en leur âme et conscience, et pourtant on entend beaucoup de candidats dire « moi je suis le vote efficace », d'autres dire « je suis le vote utile », certains disent « je suis même le vote vital ». Je pose cette même question à tous les candidats le matin sur Europe 1, je l'ai demandé hier à Fabien Roussel, mais vous, quel vote êtes-vous, Marine Le Pen? Moi, je suis le vote de la raison et du cœur. Voilà. La raison et du cœur. Oserais-je dire que vous n'en avez pas le monopole, mais c'est déjà fait. Non, mais le vote de ceux qui aiment la France. Parce que ça, c'est un sentiment, on le ressent ou on le ressent pas. Voilà. Donc c'est un vote d'amour, en réalité. Non seulement de la France, mais aussi des Français, ce qui me différencie d'un certain nombre d'autres. Mais aussi de la raison. Parce qu'en réalité, tout ce que je propose, les Français voient bien que si on avait mis en place cela depuis 5 ans ou depuis 10 ans, on ne serait très certainement pas dans la situation dans laquelle nous sommes, ni en matière sécuritaire, ni en matière d'immigration, ni en matière sociale, ni en matière de chômage. Donc, le cœur et la raison nécessitent de choisir une voie qui est, c'est vrai, radicalement différente de celle qui est menée depuis maintenant 20 ans dans le pays, parce qu'en fait, Emmanuel Macron n'est que la continuité des 20 dernières années. Marine Le Pen, vous restez avec nous. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle, est l'invitée d'Europe 1 jusqu'à 9h. Marine Le Pen, Emmanuel Macron hier en Bretagne s'en est pris aux candidats, je le cite, qui veulent tourner le dos à l'Europe. Alors évidemment, on lui a dit, mais alors de qui parlez-vous? C'était assez transparent, c'était vous qui le visez. Précisément sur l'Europe, Marine Le Pen, comment envisagez-vous les relations avec les 27, avec la Commission européenne? Tout à l'heure, Sonia vous a demandé s'il y aurait des bras de fer. Bon, question un petit peu sur le ton de l'humour. Est-ce que sous une présidence Marine Le Pen, la France sera une sorte de Hongrie de l'ouest du continent? Non, mais ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est qu'il n'y ait jamais eu de bras de fer avec l'Union européenne. C'est-à-dire que nos dirigeants français ne se sont donc jamais retrouvés dans la situation de défendre les intérêts de la France auprès de l'Union européenne. Mais les Allemands ont fait des bras de fer multiples avec l'Union européenne, qu'ils ont d'ailleurs toujours gagné, je vous signale. Lorsqu'on me reproche de vouloir faire en sorte que la Constitution française soit supérieure dans sa valeur normative aux textes internationaux, mais c'est le cas de l'Allemagne. La cour de Karlsruhe l'a rappelé il y a encore quelques mois, en disant très bien, l'Union européenne, on peut se mettre d'accord, mais il y a une chose qui n'est pas possible, c'est de mettre en place un droit international qui va à l'encontre des principes édictés dans la Constitution allemande. Eh bien, je ne viens dire que cela. C'est-à-dire que je vais à nouveau, en réalité, défendre les intérêts de la France auprès de l'Union européenne. Quel est mon objectif? C'est de dire, écoutez, les prérogatives de la Commission, vous vous en êtes accordé de plus en plus, trop. Je veux rendre plus de pouvoir à la nation et effectivement diminuer les pouvoirs de la Commission qui n'a aucune légitimité électorale et donc qui n'est pas une structure démocratique. Ça n'est en réalité que cela. Et puis, je vais œuvrer à la transformation de l'Union européenne en une Europe des nations libres et souveraines. On va mettre ensemble des choses, on va faire des coopérations. Je voudrais faire une grande coopération, moi, sur la mer, comme on a fait une grande coopération spatiale, vous voyez. Et là, on peut proposer à tous les pays qui le souhaitent de venir participer à ces coopérations. Mais je ne veux pas
qu'on me contraigne, qu'on contraigne mon pays, qu'on aille à l'encontre des intérêts vitaux de la France et des Français. Mais par exemple, dans votre programme, vous remettez en cause 2 des 4 libertés qui fondent le marché intérieur européen. La libre circulation des biens, puisque vous entendez mettre plus de douaniers pour contrôler les biens qui rentrent au nom de la lutte contre la fraude, et celle des personnes, puisque vous promettez de rétablir un contrôle national aux frontières. Pardon, mais l'Union européenne, c'est l'idée qu'on ouvre toutes les frontières à la fraude ? C'est ça l'idée de l'Union européenne ? Faut pas s'étonner que son image recule dans l'esprit des Français. Enfin, la lutte contre la fraude, c'est quand même la moindre des choses. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le plan alimentaire. Vous voudriez, il y a 25% des importations alimentaires qui sont frauduleuses. Vous voudriez qu'on fasse entrer librement une alimentation frauduleuse sur le territoire au risque de la santé de nos compatriotes ? Pas ça. Je vous demande si simplement votre proposition, c'est une remise en cause de ces 2 piliers-là. Non, mais même l'Union européenne ne peut pas s'opposer à la lutte contre la fraude. Enfin, elle ne peut pas s'opposer. Je ne crois pas qu'elle remette ça en cause. Ah bon, alors, donc il n'y a pas de problème. Donc ça n'est pas une remise en cause de la libre circulation des produits, c'est juste la lutte contre les fraudes aux importations, qui évidemment rentrent dans notre pays librement et qui permettent de créer une concurrence déloyale à l'égard de nos producteurs. Donc il y a un danger sanitaire et il y a 2, un danger économique pour nos propres producteurs qui sont soumis à des normes européennes et qui voient arriver sur les marchés des productions qui en réalité fraudent les normes européennes. Mais c'est un combat que devrait mener l'ensemble des pays et que devrait mener l'Union européenne. Mais si elle ne le mène pas, nous allons le mener, bien sûr. Mais de même, dans votre programme, vous dites vouloir réduire la contribution française au budget de l'Union européenne. Alors, de quel ordre exactement cette réduction de la contribution ? Écoutez, en 2004, de mémoire, on devait être à 2,5 milliards de contribution nette. Ça me paraît raisonnable. Là, on est presque à 9 milliards, c'est pas raisonnable. Je veux dire, moi j'ai besoin de cet argent pour pouvoir soutenir l'économie française, rendre leur argent aux Français, baisser les taxes, baisser les impôts pour les Français, parce qu'aujourd'hui les Français sont étouffés de taxes, étouffés d'impôts, étouffés parce que leurs dépenses contraintes sont beaucoup trop importantes pour les salaires qu'ils ont. Donc je veux, je l'ai dit, rendre aux Français leur pays et rendre aux Français leur argent, et donc l'ensemble de mon projet tourne autour de ces 2 objectifs prioritaires. Marine Le Pen, même si on entend toujours un ton offensif vis-à-vis de la Commission européenne, que vous qualifiez de commission qui ne serait pas démocratique. Vous êtes très loin de la Marine Le Pen de 2017, vous l'avez reconnu, par pragmatisme, avez-vous dit, vous avez changé beaucoup de choses. Emmanuel Macron, hier, dit qu'il n'a pas suivi, ce sont ses mots, pas les miens, tout le film, et que pour lui, vous êtes toujours la Marine Le Pen qui avait promu la sortie c'est bien ce qu'on lui reproche d'ailleurs, il est resté enfermé dans sa tour d'ivoire, en effet, depuis 5 ans, et il ne s'est absolument pas intéressé à ce qui se passait dans le pays, et c'est bien regrettable. Bon, c'est pas très grave quand il s'agit de moi, mais c'est très grave quand il s'agit de sa déconnexion avec ce que vivent les Français. Vous voyez, il est complètement déconnecté. Je vais vous en donner encore un exemple. La dernière fois, je plaidais évidemment pour la baisse de la TVA et je plaidais pour qu'on fasse une avance en fait de TVA à tous les professionnels de la route, les routiers et les taxis. Et il dit dans un journal, Marine Le Pen ne sait pas de quoi elle parle, il n'y a pas de TVA pour les taxis. S'il y a une TVA pour les taxis, les présidents de la République, il ne le sait pas. Et surtout, ils avancent la TVA dont ils sont remboursés 3 mois plus tard. Sauf qu'en réalité, ils n'ont plus de trésorerie. Et un président de la République qui est connecté avec la réalité du pays, il doit savoir ça, que les taxis, les professionnels de la route n'arrivent plus à faire face, car l'augmentation du prix du carburant, a totalement ruiné leur trésorerie. Mais si vous êtes Donc il faut qu'ils sortent de sa tour d'ivoire et peut-être qu'ils se mettent à jour sur le projet qui est le mien. Mais comment ferez-vous si vous êtes élu président de la République ? Avant le débat quand même. Oui, mais comment ferez-vous si vous êtes élu président de la République pour échapper à ce syndrome de la tour d'ivoire qui a frappé tous les présidents de la République ? Je ne sais pas si ça a frappé tous les présidents de la République. Peut-être que le fait que je sois une femme va changer les choses. Peut-être que cette emprise que nous avons, nous les femmes, avec le réel, avec le quotidien, va me permettre de ne jamais perdre les contacts avec les Français. Mais surtout, en réalité, c'est pour eux que je me bats. Donc je ne peux pas les oublier. Je ne peux pas m'extraire d'eux. Je ne peux pas m'extraire de leur réalité. Car tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, c'est exclusivement en réalité pour eux, pour améliorer leur vie, pour leur permettre d'accéder le plus grand nombre au bonheur. C'est ça que je souhaite faire. Alors vous parlez avec raison d'Emmanuel Macron, puisque c'est le président de la République, mais il y a une autre force politique qui monte dans le cadre de cette élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Vous disiez il y a quelques instants que plusieurs électeurs de la France Insoumise pourraient vous rejoindre. Néanmoins, la France Insoumise, c'est aussi l'indigénisme et tout
plus ces mouvances-là. Est-ce que pour vous, c'est une force inquiétante pour la France? Vous dissociez la France insoumise de ses électeurs? Évidemment, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui les attire alors vers la France insoumise? Bien sûr, c'est le caractère social. Voilà, il y a beaucoup d'électeurs français qui se tournent vers la France insoumise parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont les réponses sociales, et ils ont tort d'ailleurs. Parce qu'avec un programme à 250 milliards de dépenses et 100% d'impôts sur les plus riches, tout ça, ça ne tient pas la route sur le plan économique. Mais la France insoumise pose de bonnes questions sans avoir les bonnes réponses? Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'ils répondent à une urgence sociale, ils répondent à une inquiétude sociale, ils répondent à l'effondrement du pouvoir. Enfin, ils cherchent à répondre avec des mauvaises réponses à l'effondrement du pouvoir d'achat. Le problème, c'est que par ailleurs, ils détruisent le pays. Ils détruisent le pays avec l'indigénisme, ils détruisent le pays avec une immigration massive, ils détruisent le pays avec une complaisance à l'égard de l'islamisme qui est probablement l'idéologie la plus dangereuse qui existe au moment où on se parle, la plus dangereuse pour nos valeurs, pour nos droits, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la laïcité. Donc, moi, je dis aux électeurs qui sont dans une situation sociale difficile, ne vous laissez pas avoir en réalité par les annonces impraticable, juridiquement intenable, politiquement intenable de Jean-Luc Mélenchon, et venez défendre votre pouvoir d'achat autour d'un projet qui est sérieux, qui est chiffré et qui est travaillé depuis de nombreux mois. On va conclure, Marine Le Pen. J'ai retenu la formule. Vous avez dit « Je suis le vote du cœur et de la raison ». Je sais qu'on vous demande souvent si vous avez vous-même changé, mais est-ce que ce ne sont pas les autres qui ont changé plutôt à votre égard? Peut-être aussi, faut-il le dire, vos adversaires politiques, certains médias également, peut-être. Je vous pose la question, est-ce que ce ne sont pas les autres qui ont changé? On a peut-être tous fait un bout de chemin. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu ce matin à nos questions. Merci Marine Le Pen. Merci Mathieu Bocoté également.